C'en est fini pour les travaux du sommet des pays du BRICS à Xiamen en Chine. Le président de la République a participé à cette 9e édition. Les échos dans un instant. Éducation avec de nouvelles réformes annoncées pour la prochaine rentrée des classes. Elle aura bien lieu le 15 septembre. Les acteurs ont planché sur les grandes priorités à Kindia. Nous irons également dans la ville de Siguirin pour les échos du spectacle de Sekouba Bambino. 3 jours pour partager de la bonne humeur avec ses fans. Nos reporters seront dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, a pris part en début de semaine aux travaux du 9e sommet des pays du BRICS qui viennent de s'achever à Xiamen en Chine. En marge de ces assises, professeur Alpha Condé a participé à une exposition sino-arabe, occasion pour les différentes délégations de renforcer les liens d'amitié et de coopération avec la Chine. Compte rendu Sanasikida. Exposition sino-arabe. L'événement regroupe plusieurs personnalités et hommes d'affaires chinoises et arabes. Objectif, renforcer les liens d'amitié et de coopération entre le monde arabe et la Chine, deuxième puissance économique mondiale. Le président en exercice de l'Union africaine prend part à ces rendez-vous mondiaux de la ville de Yunxian pour davantage témoigner de la volonté de ses pairs du continent à développer les relations de coopération avec la Chine. Mesdames, Messieurs, je suis particulièrement heureux de fouler le sol de la ville de Yunxian, capitale renommée d'une région d'agriculture, ville modèle intelligente de la Chine, dont la beauté suscite l'admiration. Ma présence dans cette belle cité, pour participer à cette merveilleuse exposition sino-arabe, témoigne de l'excellence des relations qui lient la Chine à l'Afrique et au monde arabe. En ma qualité de président en exercice de l'Union africaine, j'apprécie hautement cette marque d'attention à notre endroit quand on sait qu'une écrasante majorité d'Arabes sont aussi des Africains. Nos liens s'indocilient grâce scellés par l'histoire, la géographie et une identité culturelle partagée. L'Égypte, invité d'honneur de cette exposition, est un pilier de notre organisation panafricaine. C'est un géant démographique, économique et agricole qui, en dépit des effets pervers des subventions dans certains pays, a su mettre en place des chaînes de valeur, notamment dans le domaine du coton. S'il est vrai que la route de la soie, qui sert d'inspiration à la nouvelle politique extérieure de la Chine, a touché davantage la péninsule arabique que le continent africain, il faut toutefois reconnaître que le commerce entre l'Afrique et l'Empire chinois était bien présent et connaît de nos jours un essor spectaculaire. Le symbole de la soie vient à point nommé. C'est un produit prisé et délicat qui nécessite beaucoup de technicité humaine dans le respect de la nature. Autant de facteurs qui doivent régir le nouvel ordre économique mondial, plus respectueux de l'environnement, du travail et des échanges entre entités géographiques parfois très distantes. Mesdames, Messieurs, la Chine est un modèle de réussite dans le domaine agricole. Elle a pu soustraire des millions de Chinois des entrailles de la pauvreté. Par des politiques pragmatiques innovantes, elle a augmenté le rendement de la productivité. Elle constitue une source d'inspiration pour l'Afrique et le monde arabe. La présente exposition montre la richesse et la densité de nos échanges et ouvre surtout la voie vers de nouveaux horizons dans la perspective de raffermir la coopération déjà fructueuse avec la Chine. Elle permet à la province de Ningxia de s'ouvrir au monde. Nous fondons beaucoup d'espoir dans la coopération entre la Chine et les pays africains et arabes, a dit en substance le président en exercice de l'Union africaine. Je viens de visiter la province de Fujian, haute invité d'honneur de cette exposition. Je tiens à louer l'habilité des Fujianois pour le commerce et la production agricole. Et comme dit un adage, là où le soleil brille, on trouvera toujours un fils du Fujian. Maillon le plus fort de la diaspora chinoise dans le monde, le Fujianois porte l'étendard du savoir-faire de la Chine dans le monde et particulièrement en Afrique.
Le temps est venu pour que l'Afrique, qui se réveille, s'ancre définitivement dans la trajectoire du progrès. Les enseignements du miracle chinois doivent profiter au continent africain. Nous fondons beaucoup d'espoir dans la coopération entre la Chine et les pays africains et arabes. Nos complémentarités, nos ambitions communes et notre solidarité affirmée sont la clé de notre réussite. Les domaines sont variés, qu'il s'agisse de la formation, de l'extension rurale, des engrais et entrains améliorés, de l'utilisation des chaînes de valeur, et j'en passe, le chantier de notre coopération est promoteur. C'est pourquoi, avec l'extension d'une partie de la route de la soie terrestre et maritime à l'Afrique et au monde arabe, nous ne détournons point de la disponibilité du gouvernement chinois à intégrer notre continent au programme et initiatives spécifiques développées et exercées par des institutions financières dans le monde. Il s'agit tout simplement du plus grand programme de financement et d'infrastructure dans le monde. Dans sa quête de renouveau, l'Afrique est résolument engagée dans la voie d'une transformation structurelle qui lui permettra de s'adapter aux exigences actuelles du monde, des investissements et des échanges. Il n'y a pas d'alternative pour assurer la modernisation de nos économies et faire des bonds en avant. Nous sommes convaincus que l'Afrique sera dans quelques années l'avenir du monde. Car l'Afrique a l'avantage d'avoir une population jeune. 70% de la population africaine a moins de 30 ans. Et si l'Afrique a raté les 3 premières révolutions industrielles à cause de l'esclavage, aujourd'hui, la jeunesse africaine est de plein pied dans la 4e révolution de l'économie numérique. Nous avons presque autant de téléphones numériques, de téléphones portables que l'Europe. Même si nous sommes un peu en retard sur Internet, nous allons rattraper notre retard. Et nous sommes convaincus que cette partenariat tripartite de Chine, pays arabes et Afrique fera le bonheur de notre peuple. C'est sur ces notes d'espoir de voir les relations sino-arabes se renforcer davantage que le président en exercice de l'Union africaine est venu visiter cette grande exposition des produits chinois de tout genre. Exposition au cours de laquelle Professeur Alpha Condé a mis l'occasion à profit pour contempler tous ces stands de véhicules de luxe, d'outillage agricole, d'engins miniers et d'équipements des bâtiments et travaux publics. Justement, à la faveur de ce sommet, le président de la République a réussi à décrocher un financement constitué d'un mix de prêts et de dons de 20 milliards de dollars américains pour notre pays. Dans l'immédiat, la Guinée pourrait solliciter et décaisser 3 milliards. C'est le sens du billet du jour de la rédaction. La visite en Chine du chef de l'État, professeur Alpha Condé, ce début septembre, marque un tournant décisif dans l'histoire de la coopération sino-guinéenne. Sous la direction des présidents professeur Alpha Condé et Xi Jinping, la Guinée et la Chine viennent de signer un accord global de 20 milliards de dollars américains, dont 3 milliards décaissables à très court terme. Une véritable bouffée d'oxygène pour l'économie guinéenne qui se relance de la terrible épidémie d'Ebola. Cette enveloppe financière faite de prêts et de dons touchera d'importants secteurs de la vie nationale. Il s'agit notamment de la réhabilitation de la route Koya-Dabola et celle de la voirie urbaine de Conakry. Sans oublier 200 millions de dollars affectés à l'assainissement de la ville de Conakry et le fonds alloué au renforcement des capacités de l'hôpital d'amitié sino-guinéen. Le financement chinois prévoit en outre l'extension et la modernisation des 4 universités régionales de la Guinée ainsi que l'équipement du secteur agricole. Ce modèle de coopération sud-sud qui a fait ses preuves ailleurs vient à point nommé et est salué par les Guinéens. Nos compatriotes comprennent alors mieux que le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a raison de voyager, d'ouvrir sa diplomatie et de diversifier sa coopération en vue de créer un climat favorable aux investissements dans un pays qui a accusé du retard dans la réalisation des infrastructures. Les efforts de recherche de financement du président de la République, professeur Alpha Condé, portent. Les résultats sont là et préjasent des lendemains plutôt chantants. Le barrage hydroélectrique de Kaleta, les autoroutes de Koya et de Kagbele, des infrastructures dans les préfectures de l'intérieur du pays, les travaux en cours du barrage hydroélectrique de Soapeti, des hôtels, l'extension et la modernisation du port autonome de Conakry. Les réalisations qui vont découler des 20 milliards de dollars levés en Chine viendront elles aussi prolonger cette belle symphonie qui réconcilie les Guinéens avec le rêve.
Par ailleurs, on s'intéresse à la clôture des travaux de la première revue annuelle des EPA, établissements publics à caractère administratif. Pendant 3 jours, les techniciens des services publics ont réfléchi sur les modes de suivi des dépenses de l'État notamment, et c'est le Premier ministre chef du gouvernement qui a présidé la cérémonie. Compte rendu à des camarades. C'était une réunion de véritables diagnostics en vue de restaurer et de consolider la crédibilité et l'efficacité des EPA, établissements publics administratifs. Là-dessus, les responsables des EPA, les acteurs du secteur économique et financier du pays et autres experts en gouvernance économique ont déroulé durant 3 jours la politique du gouvernement en matière de gestion financière publique efficace et transparente, cela au service du développement de la Guinée. Je suggère que le comité technique poursuive sa mission en partenariat avec les EPA pour élaborer très rapidement un plan d'action avec des indicateurs de suivi précis pour que, d'ici la prochaine revue, les EPA ici présents disposent de l'ensemble des organes de gestion requis. Le mécanisme de financement des EPA soit plus fluide et tienne compte des spécificités. Les EPA disposent de canevas standardisés pour produire leurs rapports financiers. Tous les cadres dirigeants des EPA connaissent et maîtrisent les lois et textes qui encadrent l'élaboration et l'exécution du budget. Tous les outils de pilotage de l'exécution budgétaire soient mis à la disposition des EPA de manière à compléter l'arsenal réglementaire. Un mécanisme d'évaluation des performances des EPA soit également mis en place. Cette réunion fait partie d'un ambitieux programme de réforme des finances publiques avec l'appui de nos partenaires au développement. C'est pourquoi le Premier ministre Mamadi Youla a invité tous les acteurs du secteur économique et de la société civile à redoubler d'efforts pour le renforcement de la transparence dans la gestion des finances publiques. La réussite de la réforme des finances publiques passe non seulement par la mise en place d'un cadre institutionnel favorable à son implémentation, mais aussi par une responsabilisation et une efficacité accrue de notre administration. La création des établissements publics administratifs s'inscrit dans cette logique. Ces établissements sont dotés d'une personnalité morale de droit public et disposent d'une certaine autonomie administrative et financière afin de remplir une mission d'intérêt général dans les secteurs sociaux et économiques aussi importants que le développement rural, les transports, les travaux publics, l'énergie, les mines, le tourisme, la culture, les télécommunications et j'en passe. L'objectif ultime recherché est de permettre à l'administration d'être le plus proche possible de nos concitoyens afin de mieux les servir. Cette revue annuelle est un nouvel exercice initié par le ministère du Budget pour assurer aussi une allocation efficace et efficiente des ressources publiques mises à la disposition des EPA. Sur un autre plan, le nouveau patron de la diplomatie guinéenne a été reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale. Il était venu présenter la feuille de route et les nouvelles orientations de son département aux élus du peuple. Mamadi Touré est au micro de Robert Siditonou. Le Parlement, c'est un partenaire privilégié du gouvernement et donc du ministère des Affaires étrangères. Nous aurons besoin de leur compréhension et de leur appui pour mener à bien la mission que le président nous a confiée. Donc c'est dans ce cadre que je suis venu donc, faire une première prise de contact et pour lui donner déjà quelques indications sur les ambitions que nous avons dans la diplomatie. Plus précisément, nous avons l'ambition d'organiser très bientôt la conférence diplomatique et à ce titre, l'appui de cette institution nous sera crucial. Éducation, les enseignants-chercheurs guinéens dans la dynamique d'obtention des grades académiques. Cette année, environ 192 dossiers sont sur la table de la Commission nationale de recrutement et de promotion des enseignants-chercheurs. Ce recrutement interne est une phase transitoire vers la candidature au Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur CAMESA. Les explications détaillées avec Francis Collier.
Le passage aux grades académiques des enseignants-chercheurs exige des publications dans des revues scientifiques. Pour l'année 2017, 192 dossiers de candidature, dont 10 dossiers venus de 3 universités privées, vont être examinés par la Commission nationale de recrutement et de promotion des enseignants-chercheurs. La CNRP est un organe d'évaluation des enseignants, chercheurs et chercheurs, et du public et du privé. Cette année, nous nous réjouissons de l'appel entendu par certaines institutions, en l'occurrence l'Université Nongo Conakry, l'Université Cheikh Modibo Diarra et le roi Mohamed VI, qui ont respectivement soumis donc 8 dossiers, un dossier et un dossier. Les dossiers de candidature vont être analysés dans 6 commissions techniques d'évaluation selon les profils. Les autorités ont pris des dispositions pour le passage définitif de tous les dossiers de candidature devant le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, CAMES. Les critères dépendent des commissions techniques d'évaluation. Il y a 6 commissions techniques d'évaluation. Il y a maths et informatique, il y a médecine, il y a économie, il y a droit, il y a les sciences agronomiques et vétérinaires. Et il y a les lettres. Aujourd'hui, il y a déjà un arrêté qui indique clairement que tous ceux qui sont assistants, qui veulent passer maître assistant, doivent aller au CAMES. Mais ceux qui sont encore dans le système, qui sont maîtres assistants, maîtres de conférences, professeurs, continuent jusqu'en 2022. Cette vague-là sort. Mais après cela, tout le monde, quel que soit le grade, passe au CAMES. Pour la reconnaissance à l'international, les candidats guinéens sont encouragés à s'inscrire au CAMES car les recrutements internes ne seront plus acceptés en 2022. Et puisqu'on parle d'éducation, rien n'a changé. La rentrée des classes aura bien lieu en Guinée le 15 septembre prochain. Les grandes priorités de l'année scolaire viennent d'être validées à Kindia par les experts du secteur à l'issue de 2 jours de travaux préparatoires. Les conclusions de ce conclave devraient servir de bréviaire pour le ministère de l'enseignement préuniversitaire. Compte rendu, Mamadi Terna Kamisoko, Sankumba de Kouré. Avec plus de 200 acteurs du système éducatif et des partenaires de l'école, 5 panels thématiques ont été animés afin de mieux cerner tous les aspects liés à la rentrée scolaire 2017-2018. Au terme de 2 jours d'intenses travaux, plusieurs recommandations ont été faites pour le bon respect du calendrier scolaire. Et dans l'immédiat, l'accent est mis sur certains points avant le 15 septembre prochain. Avant la rentrée, la poursuite de la rénovation des écoles vétustes et sinistrées, la dotation des écoles et établissements en mobilier scolaire, la poursuite de la sensibilisation des communautés pour le recrutement au CP1 et la scolarisation, le maintien des enfants, surtout des jeunes filles, et pour l'assainissement des constructions scolaires. Par rapport aux réformes institutionnelles et pédagogiques déjà en cours, nous sommes rassurés que l'année scolaire 2017-2018 sera une réussite pour la République de Guinée. D'autres réformes institutionnelles et pédagogiques pourront intervenir au cours de l'année. Il s'agit notamment de la transformation des délégations scolaires de l'enseignement élémentaire en direction sous-préfectorale de l'éducation, la décentralisation du BEPC ou encore la création des lycées techniques dans le pays. Mieux, la nouvelle feuille de route de l'année scolaire fait cas de la dotation des écoles en manuels scolaires et guides pédagogiques et de la poursuite de la construction d'infrastructures scolaires. Les conclusions auxquelles vos travaux ont abouti serviront de feuille de route pour l'année scolaire 2017-2018 et nous engagent tous, décideurs, encadreurs, enseignants, parents d'élèves et amis de l'école. J'invite donc chacun de vous à tous les niveaux à s'impliquer davantage par un changement positif en vue de la réalisation des objectifs que nous nous sommes fixés, notamment le respect du calendrier scolaire. Après un échec massif dans les différents examens nationaux, tout ce grand ensemble est déterminé à offrir un enseignement de qualité dans leurs zones respectives pour le plus grand bonheur des élèves guinéens.
Dans la savane guinéenne, la commune urbaine de Farana se dote d'un nouveau complexe scolaire à quelques semaines de la rentrée scolaire. La capacité d'accueil de l'infrastructure est de 1000 élèves, tous cycles confondus. Cette école est construite par un fils ressortissant de la localité qui entend contribuer à l'amélioration des conditions de formation et d'apprentissage dans la préfecture d'une part et de freiner l'exode rural d'autre part. Reportage Soré de Kera. À l'instar des autres chefs-lieux de région administrative, Farana est l'un des pôles de concentration humaine du pays. Sa population est estimée à 98 000 habitants. Pour remédier au déficit d'infrastructures de formation, ce groupe scolaire de 3 cycles différents est réalisé par un fils de la localité. Ce qui m'a beaucoup animé pour construire, n'est-ce pas, ce groupe scolaire, premièrement, on suit la ligne de la politique du professeur Alpha Condé, qui a toujours demandé de l'aider, de créer l'initiative privée et construire le pays, parce qu'aucune autre personne ne viendra développer notre localité, sinon que nous. Nous, les fils du terroir, nous devons se donner les mains, se battre et, n'est-ce pas, construire notre préfecture. Réalisé à Aviation, l'un des quartiers reculés de la commune urbaine, le groupe scolaire Bakary Fossa Samoura s'inscrit surtout dans l'optique des nouvelles réformes engagées par le ministère de l'enseignement préuniversitaire. En plus des 19 salles de classe, il offre un restaurant, une infirmerie et une librairie. Ce qui m'a plu, le DG m'a dit par anticipation que tous les enseignants qui vont servir dans cette école seront soumis d'abord à un test, ce qui est très important. Parce que nous avons souvent dit aux écoles privées qu'avant de recruter les enseignants, il ne faut pas tenir compte peut-être, si vous voulez, du montant qu'on doit leur donner, mais de ce qu'ils connaissent, de ce qu'ils peuvent communiquer aux enfants. Je suis très content, très content. Ça réduit, disons, le pléthore dans les salles de classe. Nos enfants avaient long trajet à faire. Maintenant que cette école est construite, je sais que nos enfants n'iront plus loin. En procédant à la coupe du cordon inaugural du complexe, les autorités administratives entendent jouer leur partition dans la gestion de ce bien public. Nous avons déjà montré notre participation pour être à côté de tous les parents d'élèves qui sont prêts à faire quelque chose pour la préfecture de Farana. Ce n'est pas seulement notre frère qui a réalisé en la mémoire de son père, mais nous demandons à Dieu encore d'accepter que beaucoup des enfants de Farana puissent faire la même chose pour le bien de cette très belle préfecture. Le système éducatif est l'un des axes prioritaires du gouvernement. L'inauguration d'un établissement d'enseignement doté des commodités requises devrait à coup sûr réduire la déperdition scolaire et améliorer le taux de scolarisation des enfants à Farana. Et puis les échos de la célébration de la fête de Tabaski dans le Nabaya. Après les retrouvailles et festivités, l'association CD Doudia 4 met la main à la poche pour entreprendre des actions de développement. Cette année, elle a financé la construction d'un centre de santé à hauteur de 2 milliards de nos francs. Ansoumane Toumani Kamara. Pour la Tabaski 2017 à Kankan, le CD Doudia numéro 4 initie et finance la construction d'un centre de santé à Korialé, l'un des plus vieux et populeux quartiers de la cité de Nabaya. Plus de 2 milliards de francs guinéens sont mobilisés par les membres du CD et de bonne volonté pour un besoin de rapprochement des populations aux structures sanitaires de la ville. La commune urbaine de Kankan compte 210 693 habitants. Donc pour cette population, il n'y a que 6 centres de santé. Donc ce serait bon qu'il y ait un 7e ou un 8e centre de santé. Donc c'est très bon. Ça va améliorer la prise en charge des femmes enceintes et des enfants dans la préfecture. Au moins 3 quartiers, Brakoda, Kourélé, Énergie, les plus proches n'ont pas de centre de santé. Ils sont plus loin de l'hôpital central de Kankan. C'est ce qui nous a motivés à construire ce centre dans l'enceinte du quartier Korialé. Avant ce centre de santé, d'autres infrastructures sont à l'actif du CD Doudia numéro 4. Il s'agit entre autres d'une morgue avec des chambres froides, d'une vingtaine de latrines et un hangar à la grande mosquée de Kankan. Des actions concrètes qui motivent les bonnes volontés à soutenir l'initiative de la jeunesse de Kankan.
Ah oui, oui, c'est des actions communautaires. Effectivement, on en a parlé, on a rencontré les notables aujourd'hui. Donc ce qui doit être fait dans ce sens, parce que la Mamaya est à la base, bien sûr, des choses, mais il y a également des actions communautaires qui se feront derrière. On en a parlé aujourd'hui et on essaiera de faire en sorte que cela accompagne la Mamaya. Les jeunes se retrouvent, n'est-ce pas, par catégorie d'âge et au fur et à mesure, n'est-ce pas, ils organisent cette Mamaya. Ça veut dire que c'est renforcer les liens justement entre les fils de Kankan et pour que justement ils contribuent au développement de la communauté. Donc c'est pourquoi nous encourageons tous les fils de Kankan. Des séances de sensibilisation sur le civisme et un programme d'assainissement sont aussi en cours d'exécution pour soutenir les efforts des autorités locales de Kankan. Une ville qui a changé de visage grâce aux nombreuses réalisations issues des fêtes tournantes de l'indépendance. Il y avait de la bonne humeur aussi du côté de Sigiri. La ville a vibré durant 3 jours au rythme des spectacles de Sekouba Bambino. Fidèle à son style glamour, le fils prodige de Kintinia a chanté paix et unité nationale avec les jeunes et femmes de la localité. Les temps forts avec nos envoyés spéciaux Diamo Kaba, Abdoukarim Kamara. Les jours de l'après-Tabaski 2017 effervescents dans la capitale mandingue. Au stade Nankon de Sigiri, des soirées torrides pour vivre 2 concerts géants tenus par l'enfant du pays, Sekouba Bambino Diabaté. Il signe son retour en terre natale sur initiative de cet autre digne fils du terroir. Grand rassembleur des jeunes et des femmes, Barou Koulibaly dédie ses spectacles au nom de la paix. Une manière de renforcer l'unité d'abord au niveau de la préfecture de Sigiri, mais une manière de lancer appel à tous les Guinéens afin qu'on puisse se donner la main pour travailler dans la paix. Il n'y a pas de pays fort sans jeunesse forte. Et pour que la jeunesse soit forte, il faut qu'elle soit encadrée. Il ne faudrait pas qu'on laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Si tel est le cas, on ne pourra pas faire de notre population ce qu'on veut. L'artiste à la voix du gosier réussit un retour gagnant. Il tient en haleine les Serré Baroussi de Conakry et de Sigiri, ainsi que les autres associations de femmes. En délire pendant 2 jours, jeunes et femmes ont vite compris cette leçon de paix. Il faut entretenir les enfants. Il faut donner bonne éducation à nos enfants. Si l'éducation manque à nos enfants, vraiment, ils peuvent sortir dans la rue. Si ils sortent dans la rue, ils seront délinquants. 2 concerts par lesquels la sagesse a prédominé. Pour l'enfant de Bouré Kintinia, la violence n'arrange rien dans le développement d'une nation. Je dis toujours à la jeunesse de se donner la main, puisque sans la jeunesse, il n'y a pas de vie. C'est la jeunesse qui est l'avenir de demain. Il faut que la violence s'arrête et en même temps, il faut qu'on se donne la main pour travailler notre pays. Kalou Salma fo, Kalou Sambe Sambe, Ka Falue, pour Agnambolo de Nombolo toujours, Kana Jamanando Dia, ni Kamel la Guinée. Avant de quitter le public surexcité du stade de Nankon, Bambino promet de composer désormais avec la population de Sigiri pour les prochaines fêtes de Tabaski. Des occasions pour parler de paix et de développement. Et puis, répertorier le patrimoine historique, c'est la mission que se fixe le ministère de tutelle. Le projet consiste à mettre à la disposition du public une base de données sur les sites culturels. Une opération coup de balai est d'ailleurs prévue pour rendre ces sites attrayants. Marie-Angélique Bangoura. Le patrimoine culturel guinéen sera bientôt répertorié avec précision. Une commission est constituée à cet effet. En attendant, ses membres s'approprient les techniques de l'inventaire du projet. Une démarche soutenue par les acteurs de la culture et des partenaires financiers. Notre pays foisonne de biens culturels nationaux qui ont ce qu'on appelle la valeur universelle exceptionnelle, qui ont une certaine intégrité, une certaine authenticité telle, une fois identifiés, protégés, peuvent être inscrits sur la liste du patrimoine mondial. La Guinée, comme vous le savez, était très connue. Surtout à l'extérieur à travers sa culture. Et il est tout à fait normal que l'on puisse justement à travers cet inventaire revaloriser et aller à la rencontre des autres cultures du monde. C'est en cela que c'est vraiment intéressant
est très apprécié par l'UNESCO. Plusieurs sites touristiques guinéens sont dans le répertoire national et international. Le recensement des autres sites non encore répertoriés va donner plus de visibilité et d'attraction au patrimoine culturel du pays en souffrance. L'ouverture du présent atelier constitue donc le point de départ de cette importante activité qui, sans doute, contribuera dans une large mesure à approfondir la connaissance de l'histoire de la Guinée, à améliorer l'attractivité et la visibilité de notre pays et surtout à consolider la paix et la cohésion sociale. Ce riche patrimoine culturel guinéen, dont la valeur n'est plus à démontrer, est composé de biens culturels matériels et immatériels. Malheureusement, sous l'effet conjugué des actions néfastes de la nature et de l'homme, des menaces de destruction et de disparition pèsent dangereusement sur ces biens culturels inestimables et irremplaçables de notre histoire et de notre identité. Dans sa mission de valorisation du patrimoine culturel guinéen, le ministère de la Culture bénéficie de l'appui de l'UNESCO et des départements du tourisme, de l'aménagement du territoire, mais aussi de la recherche scientifique. Assistance à la police nationale pour boucler ce journal, des manteaux pour les agents de la sécurité routière. L'initiative est de la SOGAM, Société guinéenne d'assurance mutuelle, qui entend soutenir la police guinéenne dans sa politique de régulation de la circulation, notamment en cette période de grande pluie. Le point avec Habib Thiam à Marakoubassouma. C'est une journée de grâce pour ces agents de la sécurité routière confrontés aux pluies diluviennes. Renforcer leur système de protection en cette période est une des préoccupations de la SOGAM. La société d'assurance leur offre ses manteaux pour mener à bien leur activité. Nous souffrons des embouteillages, sans compter avec la pluie ce que ça donne. Ayant constaté que ces agents qui régulent sont sous cette pluie, ils ne sont pas bien protégés, la direction générale de la SOGAM a estimé qu'il fallait confectionner des imperméables pour la sécurité routière. Les agents de Sonfonia en sont les nouveaux bénéficiaires après leurs collègues de Bambeto. Un modèle de partenariat basé sur la confiance et le pragmatisme. Que la SOGAM se déplace pour venir offrir ses manteaux et surtout en cette période hivernale, c'est un geste patriotique. Si toute la société faisait un don de ce genre, on n'a pas besoin de l'effort du gouvernement. C'est ça le partenariat. La SOGAM est forte de près de 30 ans d'expérience. Elle s'est forgée sa propre place parmi environ 10 sociétés d'assurance actuellement en activité en Guinée. Les clients nous font confiance. Ce que je peux leur dire, c'est de venir s'assurer auprès de la SOGAM. Et comme ils le savent, ça a toujours été de tradition, nous diligentons tous les dossiers. Avec l'État, le partenariat se veut encore plus dynamique. La société prévoit également un lot de manteaux pour la compagnie de la sécurité routière de la gendarmerie nationale. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain. Lagana nyama mo waro xebu ngakere nya xebu da tantina wo be